bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous. On a 45 minutes ensemble. Bonjour Reda, bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour Valérie. Alors, je suis assez ravie effectivement de vous avoir avec moi aujourd'hui, puisque donc moi je suis Valérie Touraine, pardon, je me présente. Je suis la CEO de Swimright, mais je ne suis pas la fondatrice. Et il me semble qu'on a quelques points en commun sur ce sujet-là. Donc, on va écouter effectivement votre parcours, comment vous avez pu aussi rejoindre des projets existants pour les structurer, les faire passer à l'échelle, et le fameux sujet aussi de la culture d'entreprise, puisque finalement l'entreprise existait. Comment vous apportez votre touche et comment aussi vous faites vivre une culture d'entreprise pour une entreprise multi-pays, parce qu'il y a forcément une culture aussi de personnes, etc. Donc voilà, des sujets assez passionnants effectivement aujourd'hui. Et puis peut-être pour présenter rapidement, moi je suis Valérie Touraine, donc CEO de Swimright. Swimright, c'est un CRM pour les agents immobiliers. Concrètement, c'est un outil qui vous permet de gérer vos biens, vos contacts, etc. Nos clients sont des agents immobiliers, des franchisés ou des réseaux de mandataires. Et la différence qu'on a, c'est que nos concurrents sont des historiques, plutôt des verticales métiers qui sont là depuis des dizaines d'années, et donc une approche plus RP, je dirais. Quand on arrive, nous, avec une approche très SaaS, comme ça se fait dans toutes les industries aujourd'hui, soyons honnêtes. Mais c'est finalement ce qui nous permet de dépoussiérer le monde de l'immobilier avec un produit vraiment mobile first et qui permet d'automatiser un maximum de tâches pour les agents immobiliers qui sont finalement des commerciaux et qui ont besoin d'automatiser un maximum de choses pour passer plus de temps avec leurs clients plutôt qu'à faire de l'administratif. Donc voilà, ce côté moderne et très tech, en fait, c'est ce qui fait notre différence. Donc ça, c'est Swimright en soi. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est vous. Peut-être pour démarrer, on va partir d'abord sur votre parcours, comprendre un peu qui vous êtes. Reda, peut-être, effectivement, sur ton parcours, et comment tu as arrivé chez Malte, comment on devient effectivement le DG France de Malte. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis ravi de faire partie de cet écosystème plein d'énergie, de dynamique et de participer à ce sujet qui, effectivement, normalement fait écho à ce que, pour beaucoup d'entre vous, vous vivez. Moi, je suis arrivé chez Malte il y a 3 ans, plutôt dans un rôle de structuration de l'organisation commerciale. J'étais ce qu'on appelle VP Sales chez Malte. Et l'ambition qu'on avait au stade de maturité dans lequel on était de commencer à avoir une forme d'industrialisation de la fonction commerciale avec des process, des outils, des méthodes. Et c'est principalement là-dessus que j'ai été recruté après 8 ans dans une entreprise qui s'appelle Webhelp, qui a elle aussi connu une hypercroissance assez forte. Ce qui est le principal déterminant de mon choix de rejoindre Malte, c'était de retrouver cette dynamique-là, cette vitesse qu'on commençait un petit peu à perdre chez Webhelp. Parfait. Et toi, Jérôme, effectivement, comment tu as rejoint Ubi Transport? Et puis, c'était, il me semble, la deuxième fois, effectivement, tu rejoignais un projet existant. Comment s'est passée cette arrivée? Déjà, bonjour à tous. Ravi également aussi d'être avec vous dans ce bel écosystème lyonnais. Moi, pour vous dire mon parcours, j'ai passé pas mal de temps dans des grands groupes, dans le conseil et beaucoup de temps chez Microsoft où j'ai passé 14 ans. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes au bon endroit parce que ça change tellement d'écrire soi-même l'histoire, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Le fait d'être aux commandes de l'aventure, ça change complètement le sens de ce qu'on peut réaliser au quotidien. Donc j'ai basculé effectivement en start-up après Microsoft. D'abord dans une start-up de l'IA et de l'intelligence, de la data et de l'intelligence artificielle. Puis chez Ubi Transport. Ubi Transport, on est dans le domaine de la mobilité. On équipe plus de 300 réseaux en France. Et on fournit une solution SaaS de billettique, de monétique, d'information voyageurs. Notre credo, en fait, c'est de simplifier le voyage intermodal. C'est que vous devez pouvoir passer d'un mode de transport à un autre en une seule transaction sans avoir besoin de gérer différents abonnements, différents supports. C'est vraiment amener la plus grande flexibilité possible dans le transport. Et effectivement, comme tu le disais, je ne suis pas le fondateur. On pourra y revenir, mais je considère que fondateur et CEO, c'est 2 métiers différents. Il y a un tout petit nombre de fondateurs qui arrivent à rester CEO et qui ont la capacité à développer les compétences, mais ça reste quand même un métier un peu différent. Et donc là où je rejoins Reda, c'est que c'est beaucoup un rôle, il faut avoir une vision stratégique, mais c'est beaucoup un rôle de structuration de l'organisation. Et à un certain stade de développement, c'est nécessaire de beaucoup structurer l'organisation. Donc effectivement, là aujourd'hui, on est au 0 to 1, ce qui est souvent l'étape plutôt du fondateur, comme on dit. C'est vraiment, on passe de rien à la première preuve de marché, preuve d'un produit, preuve d'un service, etc. Et le rôle de CEO, selon toi, vient dans la phase de structuration, qui est la deuxième étape juste après.
Alors, pas forcément, mais c'est vrai qu'au démarrage, le sujet, c'est le product market fit. Le service, le produit qui doit rencontrer son marché. C'est la préoccupation que vous avez, c'est l'écoute client en permanence, c'est le travail avec les développeurs, c'est en permanence s'assurer qu'on va satisfaire un besoin en masse. Et donc ça reste la top priorité. Après, il faut avoir un regard sur le cash et sur le besoin en fonds de roulement parce que c'est la survie de l'entreprise. Mais c'est ça la top priorité du 0 to 1. Mais le truc aussi, derrière, ce qui vient assez vite, et c'est peut-être le 0 to 2, c'est qu'après, c'est le passage à l'échelle. C'est qu'on gagne les premiers clients, les 5 premiers, et puis après, il va tout de suite falloir se mettre dans un état d'esprit de se dire, mais quand je vais être à 5, à 10, à 15, à 100, à 200, c'est quoi la mécanique industrielle pour les adresser, pour les couvrir, pour les déployer, pour les supporter derrière, pour aller générer de l'upsell, du cross-sell. Et donc, c'est ce qui est passionnant dans notre vie d'entrepreneur, c'est qu'il faut à la fois être dans l'exécution et dans le strategic thinking de la suite et de l'étape d'après. Et du coup, justement, on rentre sur vraiment le sujet de l'arrivée, de la structuration. Donc, ce qui est un peu différent, c'est que du coup, quand on arrive dans un projet existant, il faut à la fois capitaliser sur l'existant, parce que donc ce fameux product market fit a été trouvé. Il faut industrialiser, donc il faut capitaliser et en même temps, effectivement, arriver, mettre de la structure, des rôles très clairs. Toi, Réna, quand tu as rejoint Malte, donc tu as pris la direction France et le pays, enfin, tu vas le dire beaucoup mieux que moi, mais il me semble que la France est un gros marché pour vous comparé aux autres. Donc, est-ce qu'il y a eu aussi de ce côté de structurer le pays que tu dirigeais et d'infuser effectivement les bonnes pratiques au reste du groupe? Oui, tout à fait. C'est presque parfois un petit peu schizophrène d'être des deux côtés, notamment quand moi, en l'occurrence, j'ai plutôt une fonction France, mais on attend beaucoup de moi que j'aide les autres pays. Ça fait partie aussi de la beauté du modèle qui s'exporte et qui se développe à grande vitesse. Donc sur la première partie, oui, mon rôle initialement, il était de structurer un pays en forte croissance qui représente aujourd'hui les 2/3 de ce que Malte réalise en Europe. On est présent dans 10 pays. Au départ, quand je suis arrivé, on était présent dans 2 pays et on avait un enjeu qui était très important de continuer à prouver que le modèle de Malte, qui est donc une marketplace qui connecte les freelances et les clients, est un modèle qui s'exporte, qui est un modèle digital, qui n'est pas un modèle qui n'existe ou qui n'a de valeur que sur un marché franco-français. Et donc faire cette preuve-là, c'était forcément mon rôle avant tout en France, mais c'était aussi mon rôle au service des autres pays, en aidant, en supportant, en fournissant un maximum d'appui sur un certain nombre de sujets. Et du coup, concrètement, quels ont été les premiers chantiers ou les plus gros chantiers dans cette structuration? En fait, quand on est une marketplace, et ça c'est une vérité générale pour toutes les marketplaces, c'est qu'ouvrir un nouveau pays, ouvrir une nouvelle région, d'ailleurs on a exactement les mêmes logiques sur l'ouverture de villes en France, ça nécessite à la fois d'avoir des clients et ça nécessite d'avoir des freelances. Donc on a besoin d'avoir des deux côtés une adhésion et une dynamique positive. Si on ne réussit pas l'un sans l'autre, donc c'est complexe. Il ne suffit pas de mettre un super sales qui connaît tout. Il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui sait fédérer une communauté. Il faut les deux. Et réussir à avoir les deux, c'est donc avoir évidemment les bonnes personnes pour aider. Principe fondamental, et ça je pense que c'est assez une évidence, c'est de capitaliser sur les personnes France qui seraient d'accord pour faire une mobilité, pour faire des VIE, pour aller s'implanter temporairement dans le pays de destination. Après, on n'a pas tout bien fait. On s'est raté quelques fois. On a essayé en Espagne au départ en se disant on a besoin de prendre quelqu'un qui est très fort chez nous, qui connaît tout, qui va aller sur place et refaire la même chose. Mauvais choix. On avait plutôt besoin de quelqu'un localement de puissant. Deuxième choix, on s'est dit l'Allemagne est un immense marché, on va faire quelque chose de super. C'est le fondateur de Malte qui lui-même va déménager en Allemagne et qui va recréer Malte en Allemagne. Pareil, ça n'a pas trop bien marché. Et finalement, c'est en tout cas l'une des clés, c'est quand même d'avoir sur ces pays-là quelqu'un qui est local. Pas forcément pour des questions de langue ou des questions de culture, pour des questions simples de vitesse. C'est des réflexes, c'est comprendre le marché local plus vite, c'est comprendre les clients plus vite. Et ça, aujourd'hui, on en a fait un principe fondateur, c'est d'avoir tout le temps un manager senior ou une manager locale qui connaît le marché. Et du coup, après, mais on reviendra, je pense, sur le point de la culture d'entreprise, parce que si tu prends quelqu'un local, c'est comment tu arrives à infuser cette culture, effectivement, et ces bonnes pratiques. Jérôme, tu nous disais en amont de la conférence que pour toi, à l'arrivée, c'était vraiment la reprise des fondamentaux pour arriver, capitaliser sur l'existant et structurer en même temps, effectivement, Ubi Transport.
Ce qui est aussi génial dans cette aventure startup, c'est qu'il faut se réinventer en permanence. En fait, la structure de la boîte change super vite avec la taille de l'entreprise. Et donc, il faut être en capacité de mettre des process, de l'outillage, de repenser les rôles. Il y a une dimension qui est toujours un peu frustrante, c'est que plus la boîte grandit, plus les rôles se spécialisent. Ce qui est souvent hyper dur à vivre pour les personnes qui étaient là dès le début, parce qu'au départ, vous avez un rôle très global, très large, un périmètre étendu. Et puis, en grandissant, vous allez prendre un expert du marketing, vous allez prendre un expert de la vente, du développement, et le périmètre de chacun se réduit un petit peu. Et ça peut mettre un peu à mal éventuellement la culture d'entreprise. Donc, il faut accompagner ce changement en expliquant qu'il est nécessaire et que vous avez besoin de talents aussi externes pour monter d'un niveau. Donc, effectivement, moi, mon arrivée, mais Ubi Transport, c'est une boîte de 260 personnes. Il y a eu beaucoup d'acquisitions qui étaient réalisées. On a beaucoup travaillé sur la vision, sur les valeurs de la boîte, sur notre mission. On a créé un manifeste de marque parce qu'on voulait continuer à fédérer sur les valeurs qui avaient procédé à la création de la boîte et en même temps être capable de projeter l'entreprise dans ce qu'on voulait être à 5 ou 10 ans. Et donc après, pour revenir sur le point international, il y a un peu toutes les approches. Soit vous avez une ambition locale et c'est acceptable, vous êtes sur un marché particulier. Si vous avez une ambition qui est internationale et qui est mondiale, plus tôt vous pensez nativement international et plus ça sera facile après de faire la transition. Je pense effectivement qu'il vaut mieux avoir des managers locaux pour gagner du temps sur le marché. Par contre, il faut un contrôle, comme tu le disais, super fort du central parce que c'est quand même très compliqué de relancer un business à l'étranger avec quelqu'un qui n'a pas connu les projets dans la boîte. Donc il faut ce binôme du local, mais sous contrôle très étroit, d'un des fondateurs, d'un des dirigeants. Sinon, c'est une autre boîte qui va se développer à l'étranger, c'est pas la vôtre en fait. Très intéressant tout ça. Et effectivement, sur la partie peut-être international, je trouve ça intéressant, le binôme, c'est ce que vous faites aussi du coup chez Malte, parce qu'effectivement, tu as cité des cas où au contraire, c'était quelqu'un qui était déjà en centrale, qui est parti, ça n'a pas marché. Tu as eu le cas inverse, ou comment vous faites sinon cet effet binôme ? Bon, alors, la chose qu'on suit de près, désormais, c'est la vitesse à laquelle le pays se lance. L'indicateur est super intéressant, c'est à chaque fois qu'on ouvre un nouveau pays, on met tous les pays sur le même point de départ et on regarde, et on s'assure que chaque fois, on va plus vite. Et ça, c'est l'indicateur de la capitalisation de ce qu'on a réussi à faire en centrale ou dans les pays qui existaient avant. Donc ça, c'est une première indication qui permet à la fois de déterminer ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, sur, mettons, le marketing. Le marketing, Jérôme en parlait, je partage complètement. Le marketing, c'est un sujet complexe. Quand on est une boîte qui est comme Malte, a vocation à disrupter le marché du travail, a vocation à promettre au monde du salariat quelque chose d'un peu différent, de complémentaire, une quête de sens. On répond à des choses qui sont très sociétales, très individuelles. Normalement, on répond à quelque chose d'international, on répond à quelque chose d'européen. Et donc, par extension, pas besoin localement d'avoir quelqu'un qui fait du marketing spécifique, qui fait une communication freelance qui est différenciée, qui autant avoir quelque chose de très européen. Et quelque part, si on est sûr que c'est l'ambition effectivement finale, pourquoi avoir quelque chose de différencié ? Il s'avère que quand même, les vecteurs de communication ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a besoin d'avoir quelqu'un qui a les bonnes relations presse, les bonnes relations avec les events, savoir quels sont les bons forums de discussion pour porter un message qui n'est pas tout à fait le même. L'attente des indépendants n'est pas la même aussi selon les pays. Donc quand on rentre dans le détail, finalement, même si de loin, on ne peut avoir le sentiment que la proposition de valeur est internationale et le besoin est le même, on se rend compte qu'il y a des subtilités qui nécessitent quand même d'avoir besoin de construire localement. Et après, comment est-ce qu'on capitalise sur tout ce qu'on a fait avant ? Effectivement, moi je pars du principe souvent que si quelqu'un a envie de faire de l'international, il ne faut surtout pas l'empêcher. Ça fait partie aussi des principes fondateurs chez nous. Si quelqu'un lève la main en disant j'aimerais bien aller demain à Dubaï pour aider à ouvrir le bureau, on pousse même si ça ne plaît pas à tout le monde. Parce que c'est là qu'on a à la fois le combo entre la valeur, la motivation, et puis quelqu'un qui connaît bien l'entreprise. Donc c'est un petit exemple de la manière dont il faut capitaliser absolument sur ce qui existe. Ouais, du fameux enjeu de comment on ouvre de nouveaux pays. Je pense qu'il y a beaucoup de startups qui sont cassées les dents, donc c'est toujours bien de savoir les bonnes pratiques.
Et du coup, sur l'aspect structuration, effectivement, au démarrage, pour vous, ça s'est passé vraiment par la partie people, enfin vraiment les gens, avoir les bonnes personnes avec des rôles très, très définis et donc faire accepter, hein, c'est ça la nouvelle étape de rôles plus spécifiques, plus spécialisés. Tout à l'heure, je parlais de la spécialisation des rôles, qui n'était pas un moment facile. Il y a un autre élément qui est pas facile, ce qui montre que les startups, c'est pas que cool. C'est le fait que quand vous créez aussi avec les moyens qui sont les vôtres au début, donc rien ou pas grand-chose. Et puis vous prenez souvent, vous commencez à travailler aussi avec les gens de votre entourage. Et il faut aussi, à un moment donné, accepter, en fonction de l'ambition de votre projet, de prendre des gens qui vont être davantage skillés pour les fonctions qu'ils vont occuper. Donc ça fait aussi partie des transformations qui sont un peu compliquées. Et puis après, quand on parle de structuration, il y a beaucoup de choses qui sont derrière. On pense bien sûr aux sales, au marketing, mais il y a la partie engineering. Il y a un changement très classique aussi qu'on rencontre partout, qui est le fait à un moment donné de scinder l'engineering et le produit pour créer une tension entre la demande du marché et votre capacité à faire. Il y a le sujet de la dette technique. À un moment donné, quoi que vous fassiez, avec le succès, vous allez devoir tout replatformer et tout repenser différemment pour passer à l'échelle. Et la dette technique, ce qui est en fait de la R&D capitalisée, c'est un investissement pour plus tard. Mais c'est le truc qu'on repousse comme le tas de sable régulièrement. Et ça aussi, mon modeste conseil, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même s'y atteler. Et plus tôt vous le faites, et moins elle sera lourde, et moins elle sera dure. Et chez Ubitransport, si je prends l'expérience d'Ubitransport, c'est une boîte qui a énormément vendu et qui a vendu très très vite. Bouche à oreille, ça aussi un bon indicateur, c'est que si vous avez besoin, c'est un peu excessif ce que je dis, mais si vous avez besoin de commerciaux pour vendre votre produit, c'est que vous n'avez pas le bon produit. Votre bon produit, c'est un échec, la vente. Ça vous aide à structurer des gros deals, ça vous aide à monter sur des affaires plus importantes. Mais si votre produit, votre service fonctionne bien, c'est le bouche à oreille qui va vous permettre de vendre. Mais plus vous allez chez Ubitransport, la boîte a énormément vendu. Mais du coup, elle n'avait pas le temps pour replatformer l'offre, la rendre scalable, avoir une architecture à l'état de l'art avec des microservices sur une architecture Kubernetes chez un cloud provider. Et du coup, il y a un moment donné où vous êtes rattrapé par ça. Et donc, que vous le vouliez ou non, dans plein d'étapes du projet, vous allez devoir poser le crayon pour repenser un certain nombre de choses sur le produit, sur la structuration, sur l'organisation, sur où vous voulez aller. Et justement, sur la partie, si on va sur le côté stratégie commerciale, parce que souvent le passage à l'échelle, il y a un gros sujet de stratégie, comme tu disais, de présentation de l'offre, etc. Toi, Jérôme, quand tu es arrivé chez Ubitransport, il y avait cet enjeu, puisque vous aviez effectivement en face de vous les utilisateurs, les collectivités, etc., à ne pas faire du spécifique et à arriver à construire une offre vraiment sur étagère. Alors, c'est un piège hyper connu qui est celui du trop spécifique pour les clients parce que vous avez un gros chèque en face. Qui est en capacité de refuser un chèque d'un client qui lui permet de développer sa boîte? C'est un des trucs les plus durs. Et en même temps, quand vous commencez à mettre la main et le doigt dans du spécifique, c'est super compliqué parce que vous allez avoir que, ça dépend vraiment du business dans lequel vous êtes, mais vous allez avoir que des environnements spécifiques à maintenir. La grande force de Salesforce, ça a été de faire du surétagère. Tout le monde disait au moment du lancement de Salesforce, le CRM c'est trop spécifique, j'ai un métier très particulier, j'ai besoin de ça, ça, ça. Et Salesforce a tenu bon en disant, nous on va faire que du standard à mort surétagère. Et après, ils se sont mis à analyser en temps réel les usages, les développements custom, et ils ont intégré tout ça dans le produit. Donc nous, chez Ubitransport, on a fait très attention aussi à se dire, c'est quoi le service cœur, et on se concentre là-dessus, et on limite le plus possible les demandes spécifiques, même s'il y a du revenu à faire en face, parce qu'on sait qu'à moyen terme, ça peut nous tuer. C'est très intéressant parce qu'on l'observe, nous, chez Swimrite, on a nos concurrents plus historiques qui sont fait piéger, notamment tous ceux qui ont pris les très gros réseaux. Ils ont fait beaucoup de spécifiques et aujourd'hui, ils ont des grosses difficultés parce que ça demande trop d'investissement technique, en fait, de maintenir. Et justement, il y a de l'insatisfaction client parce qu'ils ont été trop spécifiques. Et c'est un de nos créneaux pour rentrer d'ailleurs, pour disrupter un peu. Donc la preuve, faites attention. Et nous, on sera personnellement vigilants à ne pas faire ce qu'ont fait nos confrères. Mais ouais, le spécifique est très dangereux, surtout dans la durée, en fait, dans la maintenance.
Et pour toi, Reda, sur la partie justement Malte, la structuration de l'offre commerciale, est-ce que c'était un enjeu aussi de changer, de faire comprendre ce que ça voulait dire, de faire appel à des freelances, voilà, de changer peut-être aussi un secteur? Ouais, alors j'aime bien le principe du sales qui est peut-être on top du produit. C'est quelque chose que notre fondateur aime bien pousser, même si, désolé pour tous les sales de Malte qui sont dans la salle, c'est quand même un petit peu vrai. Le modèle digital tech qui est quand même basé sur un algorithme, il a vocation demain à ce que ce soit ça, ce que le client achète. Et donc c'est quand même ça qu'il faut avant tout que nous on vende. Pour autant, on n'est pas tout à fait dans la même dynamique que le monde SaaS ou le monde de l'édition de logiciels, parce que ce que Malte doit réussir à faire, c'est évangéliser un marché autour de la place du freelancing dans le monde du travail. Et ça, c'est incontournable. On a besoin d'humains pour le faire, on a besoin d'explications, on a besoin de temps. Et les principales barrières que nous, on rencontre par rapport à ça, c'est la première, c'est souvent pourquoi un freelance? J'ai un peu peur, est-ce que la personne va vouloir rester? Je ne la connais pas, elle n'est pas engagée, elle est un peu volatile. Il y a une connotation parfois un peu négative, sans doute pas dans cet écosystème-là, mais dans le monde plus traditionnel des grands groupes. Donc ça, il faut l'expliquer, il faut donner du conseil, il faut faire de la pédagogie. Ça demande beaucoup d'énergie commerciale. Il y a une deuxième barrière qui est un peu plus juridique. On est dans un phénomène qui est assez disruptif sur le plan légal. Le monde du travail n'a pas intégré le freelancing comme quelque chose qui fait partie des contrats existants. Il y a l'intérim, il y a le CDD, il y a le CDI en France. Il n'y a pas de contrat freelance, ça n'existe pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel, à nous d'avoir une action qui remet un peu plus de place à ce levier-là, qui pour nous est un levier de performance. Et puis le troisième, qui est pour le coup, qui rejoint plus la discussion qu'on a, c'est pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un intermédiaire? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de Malte pour chercher un freelance? Pourquoi une marketplace? À la fin, c'est comme quand on cherche un appartement, pourquoi je passe par Airbnb? Quand on cherche un produit, pourquoi est-ce que je passe par Amazon alors que je pourrais aller le chercher directement sur le site? Tout ça, ça demande pour le coup d'avoir une proposition de valeur qui est avérée, qui justifie que le client paye une commission qui est en plus, qui est supérieure à celle qu'il paiera si on prend que la partie freelance, et donc que la proposition de valeur en service, elle réponde à ça. On se fera toujours bypasser. Airbnb, on pourra toujours trouver l'appartement en contournant le produit. C'est des choses qui sont existantes dans le modèle. Par contre, il faut avoir une proposition de valeur qui justifie qu'on sache valoriser, une fois de plus, le passage par la plateforme. Donc c'est finalement là que nous, on voit la principale valeur de l'action commerciale, la nécessité de la structurer, et sans doute aussi le fait que ce sera pérenne dans notre modèle. Après, je voulais juste apporter un petit bémol à ce que je disais sur la fonction commerciale. Ça dépend quand même beaucoup aussi du secteur dans lequel vous êtes. Si vous êtes B2C ou B2B, c'est sûr que le héros, c'est le produit, et le produit peut se vendre tout seul. Quand vous êtes dans le B2 gros billet, que vous adressez des grandes organisations, des grandes entreprises, là, quand même, la fonction commerciale est super importante parce que les clients achètent une personne avant d'acheter un produit et un service. Et là, pour le coup, le truc s'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas grave si vous n'avez pas le produit. C'est pas grave si vous n'avez pas complètement le service. Ils achèteront la méthodologie, la démarche, votre personnalité et la trajectoire de co-innovation que vous allez vendre avec votre client. Et du coup, c'est complètement différent comme dynamique. C'est d'arriver à trouver effectivement la bonne approche commerciale en fonction aussi de son client, de son marché et de son secteur, quoi. Et cette structuration aussi de la démarche commerciale, parce qu'au début, on arrive, c'est un peu ce que tu disais aussi, hein, tout le monde fait un peu de tout. On arrive, le premier sales, c'est celui qui vend, mais c'est peut-être pas le bon head of sales de demain, d'ailleurs. Donc, il y a aussi cette notion de structuration de l'approche commerciale. Tu veux passer des messages à ton entreprise ou non? Non, c'est bon. Non, en toute transparence, nous, justement, on a eu un changement interne sur ces sujets-là, mais j'en reste persuadée. Je pense que les meilleurs sales ne sont pas forcément les meilleurs head of sales, donc managers, et vice-versa, d'ailleurs. Un bon head of sales n'est peut-être pas le meilleur sales. Par contre, il sait structurer, expliquer, motiver, rythmer aussi et suivre les chiffres. Et un bon sales, il va être surtout très bon dans l'écoute client, dans le conseil, dans la capacité à expliquer la valeur en fait, qu'on vient acheter chez lui, quoi. Et du coup, cet enjeu-là de structurer, est-ce que vous l'avez vécu, vous, sur vos équipes commerciales, avec des très bons sales, mais qui étaient des très bons sales de début, je dirais, et qui allaient moins pour la structuration de demain, ou ça s'est fait assez naturellement?
Oui, je peux répondre pour Malte. C'est complètement le cœur de l'actualité RH d'évoquer ces sujets-là. En fait, on part du principe, quand c'est admis dans l'entreprise, et on le dit et on le partage, qu'il faut qu'on sache être remplacé par des personnes meilleures que nous. Ça fait partie d'un grand dogme qu'on aime bien partager avec tous, même le CEO le dit. Vincent Huguet, le fondateur de Malte, a recruté Alexandre Fréty, qui est donc le co-CEO, en disant « j'ai recruté quelqu'un de meilleur que moi sur des sujets sur lesquels je sais que je ne suis pas assez bon, à savoir le business ». Moi, en l'occurrence, j'ai dit exactement la même chose quand j'ai laissé quelqu'un prendre ma place sur la partie commerciale. Quelqu'un de plus talentueux, Malte a grandi, et sur des environnements en forte croissance, il faut partir du principe que vous allez être de plus en plus attractif, vous allez avoir une capacité de plus en plus forte, si tout se passe bien, à payer des personnes de meilleur niveau, et donc il faut absolument l'intégrer, ça, dans le plan de développement, et pas se dire qu'on recrute des personnes de manière un peu statique, en disant que cette personne-là, on va lui mettre un plan de développement complètement calqué sur son poste actuel et ce qu'il peut devenir demain, mais plutôt se dire qu'avec le temps, les personnes deviennent managers, mais on a surtout la capacité de recruter en dessous de ces personnes-là des personnes parfois de meilleur niveau. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais oui, on a des gens qui sont managés par d'autres, qui sont peut-être pas moins complètes, qui ont peut-être une spécialité un peu plus forte, notamment dans le monde des head of sales et des sales. Mais pour autant, on est assez convaincus que c'est comme ça qu'on grandit, et c'est assez sympa pour ceux qui arrivent plus récemment. Et le dernier, sauf si tu avais un point là-dessus. Ou... Comme tu veux, moi je fais ce que tu me dis. Ça dépend beaucoup aussi du centre de gravité de la boîte que vous avez créée ou pour laquelle vous travaillez. Il y a des boîtes qui sont très product-driven, qui sont nées avec l'idée d'un produit dont le besoin n'existe pas encore ou qu'il faut faire naître. Ubi Transport, c'est plutôt une boîte de commerce avec un ADN commercial super fort. Donc moi, j'ai pas eu du tout de difficulté sur cette partie-là parce que ça vendait très bien. J'avais un sujet de structuration du produit, de modernisation de la plateforme, de rattraper les features, de structurer tout ça, mais j'avais pas de problème côté business. Et le premier point de structuration que vous avez probablement tous connu, c'est le fait de structurer un sales process pour avoir un langage commun en fait, et que ça soit plus du feeling, mais qu'on sache, comme dans les grands groupes et les grands éditeurs de logiciels, ce que c'est qu'une opportunité à 20, à 40, à 60, à 80%, parce que c'est ça qui drive en fait tous les autres services de l'organisation, qui vous permettent de prévoir aussi votre revenu, donc de gérer votre PNL, et donc ce truc central du sales process, il me paraît assez clé. Et effectivement, le dernier point que je voulais aborder, c'était la notion de culture d'entreprise, qu'on y est rapidement venu. En fait, dans la structuration, on a beaucoup parlé de gens. Et donc, avec les personnes, va aussi la culture d'entreprise. Quels étaient pour vous les enjeux à ce niveau-là de vous arrivez, il y a une entreprise existante, une culture existante. Vous apportez aussi à la fois votre vision en tant que dirigeant, et puis la notion, encore une fois, multi-pays, et toi, Jérôme, aussi, le fait qu'il y avait eu pas mal de rachats, et qu'il y en a eu d'ailleurs même après, hein, c'est ça. Donc, comment tu arrives à construire et à créer une culture d'entreprise et à la garder comme ça dans la durée ? Nous, notre principal enjeu, il a effectivement été qu'il y a eu 5 acquisitions qui ont été réalisées assez rapidement avec des boîtes qui avaient une culture proche, mais qui avaient une identité propre. Et donc, on a fait un gros travail. On va changer de nom. Je ne peux pas vous le révéler là parce qu'on va le révéler plus tard sur un événement en mobilité, mais on change de nom. On change le nom du produit, on a refait les gammes, on a refait les packages, et on a réfléchi aussi collectivement à la mission de l'entreprise, à nos valeurs, pour essayer de créer un groupe unique et non pas un assemblage, une fédération d'entités séparées, parce que d'abord, d'un point de vue PNL, vous empilez les coûts, et puis ensuite, voilà, il doit y avoir un sens commun. Et donc, quand vous réalisez des acquisitions, d'abord, vous vous assurez beaucoup en phase de due diligence qu'il y a une proximité de valeur avec les dirigeants, qu'il y a un ADN qui est proche, parce que sinon, c'est sûr que vous êtes set-up pour failure. Et puis ensuite, il faut travailler sur les synergies et sur le fait que chacun y trouve son compte dans un projet commun. Sinon, vous ne tirez pas tout le bénéfice d'avoir fait une acquisition. Et donc, toi, vous recréez presque une culture complète, en fait, enfin globale, c'est ça ? Oui, mais sans partir de zéro, en fait. Il y a une continuité, simplement. On l'a fait vraiment en bottom-up, c'est-à-dire qu'on a passé pas mal de temps ouvert à se dire, c'est quoi le projet, où on en est, où on veut aller, c'est quoi ce qu'on partage, c'est quoi ce qu'on a en commun, c'est quoi ce qu'on ne veut pas être. Il y a des tas de méthodologies qui existent, mais notre combat pour, notre combat contre, et qu'on arrive finalement à un manifeste qui est de dire qui on est et qu'est-ce qu'on veut réaliser ensemble sur le marché.
Et c'est parti, quand tu dis bottom-up, des 5 structures ou même vraiment des 5 structures. Et en fait, on a fait des équipes, on a été aidés par des conseils externes, mais il y avait tous les métiers qui étaient représentés, il y avait toutes les filiales qui étaient représentées, et on a travaillé justement sur ce qu'on avait en commun et sur ce qu'on voulait mener. Oui, vraiment l'ensemble de l'entreprise, quoi. Ça fait écho à beaucoup de choses qu'on a aussi faites chez Malte. Partir de la vision, définir une mission, décliner les valeurs. Je sais que beaucoup d'entreprises fonctionnent maintenant de cette manière-là et c'est clairement le meilleur des modèles pour décliner derrière une culture qui soit cohérente avec tout ça. Ce qui est un peu difficile, de mon point de vue, souvent, c'est que les notions de vision, mission, valeur sont souvent des éléments qu'on connecte à l'externe, à l'écosystème externe. On va plutôt essayer de parler de notre marché, on va essayer de parler de ce qu'on va faire au service de ce marché. Et quand on veut décliner une culture, on va souvent plutôt essayer de décliner des principes internes sur la manière d'interagir, sur des principes d'autonomie, d'ambition, la manière de manager. Et ce qui est un petit peu délicat, ce qu'on essaie un petit peu de faire aussi aujourd'hui chez Malte, c'est de connecter les deux. Et c'est en définitive de s'assurer que la culture de l'entreprise, et donc quand je parle de culture d'entreprise, je vais parler de... On ouvre demain l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne doit avoir exactement les mêmes logiques que la France dans le principe de leadership? Est-ce que le leadership doit être le même? Est-ce que les techniques managériales ou le process de management doit être le même? Il y a forcément des subtilités, mais en revanche, il y a un tronc commun qui vient, je pense, de la mission. Et donc nous, on a essayé de trouver un tronc commun entre les deux, un pont entre ce qu'on va appeler la culture d'entreprise interne et la mission d'entreprise. Et c'est le freelance, et c'est quelque chose qui, pour nous, est une bonne recommandation qu'on aime bien partager. Trouver un point d'accroche qui connecte à la fois les principes internes, qui donne une forme de cap à tout le monde sur la manière d'interagir, de travailler, le way of working, et de le connecter à ce que l'entreprise a vocation à faire, servir les freelances, remettre le freelance au centre du jeu dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on décide, tout ce qu'on arbitre. C'est quelque chose d'assez simple et qui réussit, quelles que soient les strates de l'entreprise, à fédérer. Et du coup, pas de différence, je dirais, entre les pays? Vous avez une culture globale ou une manière de la vivre au quotidien différente? On a beaucoup aussi hésité là-dessus. On a en définitive fait le choix d'avoir quelque chose de très commun sur ce qu'on va appeler, là encore, la vision, les missions, les valeurs. Il n'y a pas de raison, finalement, sur une proposition de valeur qui est internationale de différencier les pays là-dessus. Par contre, il faut être super pragmatique. Quand on a une équipe de 4 personnes dans un pays qui s'ouvre, pour nous les Pays-Bas par exemple, versus en France on est 450, et ce serait une erreur de dire aux Néerlandais appliquer exactement la même culture, et puis quand le CEO va à Amsterdam dire je comprends pas, c'est pas tout à fait comme ça qu'on fonctionne à Paris. Là c'est extrêmement important de rester quand même hyper attentif à recréer quelque chose de local. Le sentiment d'appartenance de quelqu'un qui arrive dans un groupe qui est international mais qui n'est pas dans le headquarters, il est plus difficile à aller chercher. Et donc cette personne-là, il faut qu'elle soit d'abord en sentiment d'appartenance locale, avec un projet local. C'est avant tout ça qu'elle va acheter, auquel en tout cas elle va adhérer. Et puis en second lieu, quelque chose de plus global. Donc on est quand même hyper attentif à ce que localement, il y ait quelque chose qui se crée. Mais il faut aussi réunir les gens, il faut faire énormément de meetings internationaux, il faut qu'il y ait énormément d'interfaces sur des sujets transverses. C'est aussi à travers ça qu'on crée des liens et des manières de bosser qui sont les mêmes. Et comment on le fait vivre finalement dans le quotidien? Je me pose toujours cette question, parce qu'on a eu le travail aussi en interne, de clarifier. Pareil, je suis arrivée, la culture était déjà là, donc j'ai demandé un peu tout le monde comment il le vivait. J'ai donné ma vision aussi, on a aligné. Mais on le définit, on l'écrit une fois, mais après, il faut le faire vivre réellement au quotidien. Normalement, ce qu'on a écrit, c'est ce qu'on est, donc c'est assez facile. Mais je trouve quand même qu'il y a cet enjeu-là. Comment vous faites? Est-ce qu'il faut le communiquer de manière fréquente? Est-ce que ça doit se ressentir ou ça doit être mis... on parle de grandes valeurs, mais en fait, il faut donner des exemples concrets pour que les gens comprennent ce que ça veut dire quand on parle de l'ambition, l'autonomie, des choses comme ça. Comment vous arrivez à vraiment lui donner corps, finalement, au quotidien? Je suis d'accord avec ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il faut effectivement l'incarner, il faut donner des exemples et il faut le faire vivre dans les process de l'entreprise. Par exemple, quand on fait une boucle d'interview pour recruter un candidat, dans la méthode un peu de scoring pour se dire est-ce qu'il est en ligne avec le projet, on retrouve des éléments de valeur qui sont clés pour nous, comme la remise en question, enfin des choses comme ça, pour qu'on ait une sorte de vocable un peu commun sur l'appréciation du candidat par rapport à nos valeurs. Mais effectivement, si c'est un truc qu'on range dans un coin et qui ne vit pas, ça perd de l'intérêt. Oui, je pense qu'il faut être attentif à la formalisation des choses. Il faut formaliser les éléments de culture, les piliers de culture.
Nous, récemment, on a affiché dans toutes les toilettes de Malte les principes de la culture sales. C'est rigolo, mais c'est important. Et c'est comme ça aussi qu'on communique quelque chose de manière un petit peu partagée avec tous sur la manière de travailler. Et bien après l'incarnation, on a un fondateur qui est extrêmement attentif aux éléments de culture, donc il incarne très fortement. Il est même identifié avec ce rôle-là, et donc c'est souvent lui qui porte ces messages-là, où tous les sujets qui connectent au sujet de culture, c'est important que lui les prenne et les porte. Et du coup, il nous donne un petit chrono. Pour terminer, le dernier sujet que je voulais aborder, c'était effectivement pour vous pour résumer effectivement la discussion aujourd'hui. Quel était pour vous le bon équilibre effectivement entre capitaliser et accélérer, puisqu'effectivement vous êtes venu pour accélérer, passer à l'échelle et faire grandir effectivement une entreprise. Quel est le conseil que vous donneriez là-dessus ? Moi, j'en ai un seul qui est pour moi fondamental, c'est le recrutement. On est dans des environnements qui sont des environnements mouvants, et c'est super important quand les personnes arrivent, qu'elles comprennent ou qu'on leur explique qu'elles vont arriver dans quelque chose qui n'est pas statique, qui bouge, et que ça fait partie du modèle. Et j'insiste souvent chez Malte là-dessus, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend, à être à l'aise avec des environnements qui bougent. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça, qui sont plutôt à l'aise avec le fait de monter en compétences, mais d'arriver dans une forme de stabilité, capitaliser sur leur ramp-up et puis ensuite délivrer avec plus de vitesse. Le modèle organisationnel de la croissance ou de l'hypercroissance sur plusieurs années, quand on sait que c'est le plan sur plusieurs années, de manière complètement structurelle, ne peut marcher que si on se remet en question tous les 6 mois sur des choses qui sont super fondamentales, comme la proposition de valeur, la tarification, les organisations internes, les grilles de salaire, les dispositifs de formation. Et donc tout ça bouge tous les 6 mois. Et au contraire, si en phase de recrutement, on détecte que des personnes aiment ça, ont envie, sont grisées, trouvent ça grisant d'être dans ces environnements qui bougent très vite, ben là pour le coup, on a souvent des expériences qui se passent super bien. Donc le conseil, et pour nous, la clé de voûte, c'est vraiment ça, c'est de détecter soit cette opportunité-là, soit ce risque dès la phase de recrutement et de la tester très clairement. Moi, je vais vous donner 2 conseils parce que je suis plus généreux que Malte. Le premier, c'est qu'effectivement, les people, c'est le premier truc, c'est le truc le plus important. Donc, je te rejoins là-dessus. Si vous avez les bonnes personnes pour faire le job, vous gagnez quand même énormément de temps. Et le deuxième, puisque tu parles de capitaliser sur l'existant et en même temps accélérer, c'est votre capacité à équilibrer l'exécution avec le strategic thinking, avec la pensée stratégique. Je peux passer mon temps à paramétrer des valideurs dans des bus, et c'est important que je le fasse parce que c'est la réalité du terrain. Si je fais que ça, je vais manquer des trucs. Et donc, et ça, c'est du bon sens, mais c'est extrêmement compliqué de ne pas être complètement noyé dans le quotidien, dans l'opérationnel, de prendre un tout petit peu de recul par rapport à la situation. Vous ne pouvez pas non plus être dans votre tour d'ivoire complètement satellisé à faire des grands plans sur la comète qui atterrissent pas. Et c'est complètement basique de dire ça. Mais se battre dans son agenda pour avoir un bon équilibre entre des réflexions stratégiques sur les plans, la proximité avec les équipes, la proximité avec les clients, le temps que vous passez avec l'écosystème, la gestion de votre temps, c'est le combat. Et c'est un combat vraiment difficile pour être sur les bons sujets et à la fois être dans la réalité et en même temps essayer d'avoir un coup d'avance quand même et préparer le futur et pas se prendre un mur. Et je trouve ça très intéressant, je trouve ça effectivement très difficile d'avoir, parce qu'en fait ça prend quand même beaucoup de temps de réfléchir justement, donc d'avoir le temps de réfléchir à cette notion de plan, etc., d'être effectivement toujours sur le terrain par la tour d'ivoire, mais à la fois le temps de le réfléchir, du coup de le matérialiser et de savoir aussi après le communiquer pour qu'il soit vraiment compris. Souvent il faut le communiquer 1 fois, 2 fois, 3 fois avec un maximum d'informations pour que les équipes comprennent ah ok c'est ça la vision, c'est ça le plan, on va passer par l'étape à 6, 12, 18 mois comme ça pour telle et telle raison, puis d'ailleurs on va peut-être tester ça mais on verra peut-être que ça va pas marcher, etc. Et je trouve ça compliqué d'avoir ce temps effectivement du quotidien pour rester au quotidien, puis de toute façon les équipes en ont besoin, ce temps stratégique et puis presque ce 3e temps de il faut expliquer sa stratégie, sinon elle ne sera pas prise et donc elle ne sera pas exécutée en fait. Tu as complètement raison. Et ça prend du temps parce qu'il faut le faire plein de fois pour que ça atterrisse vraiment. Après, on pourrait même rajouter un temps 4 et 5, c'est la mesure du succès et la correction de ce que tu auras raté en reconnaissant qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Ouais.
Oui, parce que si tu as pris le temps en début d'année, tu fais ton kick-off annuel, voilà ce qu'on va faire, les grands enjeux, les objectifs, etc. Mais que tu prévois pas du temps, au moins tous les trimestres de revue, même si toi tu le fais dans ta tête intérieurement, on va dire, encore une fois, il faut le faire et le communiquer aux équipes, quoi. Très bien, bah merci beaucoup. Le maître mot, c'est les bonnes personnes aux bons endroits et communiquer au maximum où on va, comment on y va, les bons plans pour que ces personnes-là aient toutes les clés pour réussir en fait et du coup faire grandir l'entreprise. Exactement. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.